On reviendra dans un instant sur l'IVG, bien sûr. Mais je voulais commencer par une petite information intéressante. Il y a bien une chose à la SNCF qui arrive à l'heure. Ce sont les profits, monsieur D'Artigol. Les trains, très... Non, les Pour trains... être un usager... Les trains, pas encore. De la SNCF, les trains, oui. Moi, je fais Paris-Pau, Non, mais Paris-Pau, là, vous avez de la chance. Vous avez un cousin à la SNCF. Est-ce que vous connaissez les 3 lignes qui sont le plus en retard? Paris-Clermont. Paris-Clermont. Oui, là, il y a un problème. C'est la 3e marche du podium. Vous avez Marseille-Bordeaux, c'est 26% de retard. Et vous avez Lyon-Nantes, c'est 21%. Bon, on parle de profit, puisque cette année, c'est une année non pas record, parce que c'est moins que l'année 2022, mais il y a quand même 1,3 milliard d'euros de bénéfices. Les grèves, cette année, ont plombé les résultats. 350 millions d'euros de moins, de manque à gagner avec ces grèves. Et je parle que des grèves sur le premier trimestre. Enfin là, vous êtes en train de donner des arguments aux grévistes. en rappelant les profits de la SNCF. Il faut rappeler également qu'on vit plutôt bien quand on est à la SNCF. Il y a eu 500 millions de provisions en plus pour les hausses des salaires. On voit le sujet d'Adrien Spiteri. On en parle très rapidement et on parle de l'IVG dans un instant. Pour protester contre la réforme des retraites ou durant les vacances scolaires pour réclamer des hausses de salaire, de nombreux salariés de la SNCF ont multiplié les grèves en 2023 et cela a un coût, 350 millions d'euros. Pourtant, le groupe est dans le vert pour la 3e année consécutive avec 1,3 milliard d'euros de bénéfices. Le TGV notamment a enregistré un nouveau record de fréquentation, mais selon le PDG, l'année 2023 n'a pas été simple sur le plan économique. En raison des grèves d'abord et de l'inflation, notamment la hausse du prix de l'énergie. Autre dépense et non des moindres, pour le groupe ferroviaire, les augmentations de salaire. Une enveloppe de 500 millions d'euros y a été consacrée. Le salaire d'un contrôleur, par exemple, est en moyenne de 2500 euros net, prime comprise en milieu de carrière, insuffisant selon plusieurs syndicats. En 2022, la SNCF avait réalisé 2,4 milliards d'euros de bénéfices. Bon, ça donne le tournis quand on voit ces chiffres, Olivier D'Artigol. On se demande pourquoi il y a des grèves en pleine vacances. Il ne m'a pas échappé que dans les beaux quartiers, les personnes disent à leurs rejetons, pourvu que tu deviennes cheminot, tu accéderas à un statut qui te permettra d'être vraiment l'un des privilégiés de la société française. 2500 euros net en prenant les primes. Nous avons invité sur ce plateau, Français, Olivier D'Artigol, des grèves, très heureux d'avoir un salaire à 2500 euros net. Lors des grèves, nous avons invité sur ce plateau, et c'est très bien de l'avoir fait, des cheminots bien sûr. Qui nous ont parlé de leur réalité de travail. Par exemple, la revendication qui consistait à avoir 2 contrôleurs par train quand vous avez à assumer la sécurité de 600 usagers dans un TGV, ça paraît être une revendication acceptable. Mais il faut même faire grève pendant les Jeux Olympiques, Olivier D'Artigol. Non, 15 jours de grève. Je suis pas favorable à ça. Pendant les vacances de l'année prochaine, Monsieur Thibault, Bilger, l'ancien secrétaire de la CGT, a fait en sorte que 350 millions la SNCF a perdu avec les grèves, Monsieur Bilger. Mais oui, je comprends votre tristesse, mon cher Elliott, c'est beaucoup. Mais heureusement, elle n'a pas fait que des pertes. Vous l'avez rappelé vous-même. En dépit de la grève, elle a tout de même un bon chiffre. Mais oui. Et j'aime beaucoup la SNCF malgré les grèves qu'elle a. J'arrive pas à m'en défaire. Monsieur Carrérou. Au joyau. Oui, la SNCF aujourd'hui, c'est un moyen de transport qui devient de plus en plus le moyen de transport des gens qui ont de l'argent. Parce que finalement, je ne parle pas des trains intercités, etc., qui sont souvent dans un état lamentable. Je parle des TGV. Moi, il m'arrive à peu près 1 fois par an ou 2 fois de prendre le TGV. C'est un luxe. Ça coûte. Mais c'est un luxe, Gérard Carrérou, bien sûr. Ça coûte un pognon de dingue, comme dirait l'autre. Absolument. Oui, parfois, oui. Bien sûr. Voilà. Monsieur Guénaud, ça coûte trop cher de prendre le train aujourd'hui? Ça coûte beaucoup trop cher parce qu'on a traité la SNCF comme une entreprise privée qui doit maximiser ses profits. Avant, c'était un service public. Un service public, c'était un prix au kilomètre, c'est-à-dire l'égalité de tous devant un service public. Aujourd'hui, si vous êtes obligé de prendre le train quelques jours avant, de vous décider quelques jours avant pour un tas de raisons de travail, de santé, de ça, vous payez beaucoup plus cher. Et ça, c'est pas le service public. Alors, ça fait des résultats qui sont d'ailleurs à discuter parce que ces chiffres ne veulent pas dire grand-chose. Mais c'est le contraire de la mission de la SNCF. Un système ferroviaire, c'est naturellement en déficit si vous lui faites supporter la totalité des coûts. Je précise que là, il y a la SNCF d'un côté, bien sûr. Et qu'il n'y a
jamais eu réellement, durablement, d'entreprise privée rentable dans le chemin de fer. Bon, je ferme cette parenthèse. Il faut supprimer ce mode de tarification et revenir à un vrai service public sans jeter l'argent par les fenêtres, mais en regardant ce que ça coûte vraiment. Mais vous dites pas de l'éducation nationale qu'elle est en déficit. Jamais. Bon, mais... Non, mais elle est pas parce qu'il y a déficit de compétences parfois, malheureusement. Ma deuxième remarque, c'est sur les 350 millions. L'essentiel vient de la grève contre les retraites. Exactement. Eh bien, il y a quand même les 3/4 des Français qui étaient favorables à la grève contre les retraites pour lutter contre la réforme des retraites. Ils n'étaient pas favorables à la grève pendant Noël. Ne mélangeons pas tout. Là. Oui, non, mais je vous dis. Les 350 millions, c'est l'année dernière. J'ai compris, j'ai bien compris. Gauthier Lebret. Voilà, une interview qui avait fait beaucoup réagir pendant... Juste encore une seconde, c'est que vous parlez des retards, c'est l'une des entreprises ferroviaires les plus performantes d'Europe en termes de retard. Ah bon? Oui. Eh ben, dis donc. Mais vous ne parlez jamais des trains qui arrivent à l'heure. Jamais vous ne parlez des trains qui arrivent à l'heure. Heureusement qu'on est en France. Heureusement qu'on est en France. Olivier d'Artigol. Ah non, mais Boston Consulting Group qui fait ça. Ah non, mais bien sûr, Henri Guénaud, mais ça me rassure. Voilà. Je suis très heureux d'être français. J'aimerais juste dire à l'avocat de la SNCF. Attendez, pas tous en même temps. Pendant des décennies, en France comme ailleurs, on n'a pas investi dans les infrastructures ferroviaires, ce qui crée effectivement des retards, des incidents, et qui fait un coût supplémentaire parce que l'entretien devient de plus en plus cher. Voilà. Et ce retard, il vient de tous ceux qui ont estimé qu'il fallait pas investir dans ce genre de choses, comme on a d'ailleurs désinvesti dans le nucléaire, etc. Donc voilà, il faut remettre les choses à leur place. Mais c'est pour ça que vous êtes là. Pas mieux. Donc vous donnez raison à Olivier d'Artigol. Ce que je retiens, et vous avez entièrement raison, aujourd'hui, un Paris-Nice en TGV, c'est 6 heures quasiment, et c'est plus cher que de prendre l'avion. Mais oui, donc, mais peut-être falloir se poser des questions. Gauthier Lebret. Si on fait des résultats et des profits de cette façon, ça n'a aucun sens. On peut citer une autre grande entreprise dont les prix augmentent et qui a fait un bénéfice net de 10 milliards. Cette fois, c'est EDF. Et les prix de l'électricité n'arrêtent pas d'augmenter. C'est un autre débat. Il y a une interview qui avait fait beaucoup réagir d'un contrôleur qui gagnait 38 000 euros par an. Avec Bac+2, c'est beaucoup, 38 000 euros par an. C'était chez Pascal Pro sur Europe 1. Il gagnait 38 000 euros par an et il voulait se mettre en grève pour être augmenté. Évidemment, avec un système de primes. Mais on gagne pas mal sa vie quand on travaille à la SNCF. Je pense aux auditeurs d'Europe 1, aux téléspectateurs ce matin qui nous écoutent, qui voient marquer 1,3 milliard, qui prennent le train régulièrement, que le train est en retard. Il y a les grèves. Il y a un Pensez moment aux 10 milliards d'EDF quand vous recevez votre facture qui augmente. Ça prouve bien que ce chiffre ne veut pas dire grand-chose. Bah non, ça veut pas. Et c'est parce que ça ne veut pas dire grand-chose qu'on va passer à un autre sujet. On parle maintenant de l'IVG. Hier, le Sénat a voté pour la constitutionnalisation de l'IVG. Tous les parlementaires seront convoqués lundi à Versailles lors d'un congrès pour adopter définitivement cette mesure. Le vote au Sénat s'annonçait périlleux. Ça a été finalement une sorte de plébiscite quand même. 72 sénateurs LR ont finalement voté pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Et je pense que ça s'explique assez simplement. Il y a eu un papier très intéressant dans Le Parisien cette semaine où des sénateurs LR disaient si je vote contre, je me fais engueuler par ma femme et ma fille. Et je pense que la pression familiale a beaucoup joué dans cette affaire. Il n'était que 16 lors du premier vote de mémoire. 267 voix pour, 50 contre. On revoit la soirée avec Michael Dos Santos. Ce soir, le Sénat a écrit une nouvelle page du droit des femmes. Ce vote est historique. Après 3h30 de débat, le Sénat a validé l'inscription dans la Constitution française de la liberté de recourir à l'IVG. Dès l'ouverture de séance, Éric Dupond-Moretti met la pression sur les parlementaires. Les Françaises, les Français nous regardent et attendent que nous soyons tous collectivement à la hauteur de l'attente populaire, à la hauteur des combats passés, à la hauteur de la vocation universelle de la France. Quelques minutes plus tard, Stéphane Ravier, seul contre tous, défend sa motion de rejet contre la constitutionnalisation de l'IVG. Mélanie Vogel, élue écologiste, prend la parole. Le ton monte. Vous avez un seul mérite. C'est la constance que vous avez à pouvoir nous démontrer que nous avons raison de vous donner tort. On vous a pas empêché de parler. Assieds-toi et ferme-la. Dans le texte final, l'exécutif prévoit que la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une IVG. Une liberté garantie qui n'est pas du goût des Républicains. Il y aurait donc dans la Constitution des libertés et des droits garantis et d'autres qui ne le seraient pas. Finalement, l'amendement des Républicains, comme tous les autres, seront rejetés.
Le vote final aura lieu lundi à Versailles. Le Parlement va s'y réunir en congrès. Sabrina Medjeber. Oui. Quel regard vous portez sur cette constitutionnalisation de l'IVG aujourd'hui ? Écoutez, moi je suis ravie que ce soit consacré dans la Constitution, que ce soit gravé dans le marbre de la Constitution. Je suis ravie que cette liberté fondamentale devienne un droit opposable pour toutes les personnes qui n'ont pas en réalité accès à l'IVG, parce que le problème est en réalité structurel. C'est-à-dire qu'on a un rapport, par exemple, du planning familial qui précise en 2022, qui précise que plus de 150 centres IVG ont été fermés durant les 15 dernières années. Suite à l'affaire Roe versus Wade, vous savez, de la décision de la Cour suprême américaine. Absolument. Il y a eu également un sondage IFOP qui montre que 81% des Français sont favorables à l'inscription de l'IVG dans la Constitution et que 31% des Français se sentent menacés par le droit à l'avortement. Donc, il y a aussi un plébiscite populaire qui est important. C'est ce que je disais. Je crois qu'il n'y a pas de sujet plus consensuel que la défense de l'interruption volontaire de grossesse. En revanche, c'est la constitutionnalisation. Qu'est-ce que ça va changer en l'état, Philippe Bilger, que ça soit inscrit dans la Constitution? Une nouvelle fois, la droite sénatoriale montre sa lâcheté absolue. C'est-à-dire que on n'est pas capable à la fois de défendre le droit à l'IVG qui est fondamental et de démontrer que mettre l'IVG dans la Constitution, c'est faire ce que dénonçait si justement Gérard Larcher, de mettre une sorte d'inventaire dans un monument solennel, un inventaire qui n'a rien à voir avec l'énumération des droits sociaux. Demain, qu'est-ce qu'on va mettre ? Moi, j'en ai assez de cette classe politique de droite qui n'est pas fichue de résister à la gauche et au groupe de pression. Résister à la gauche, vous parlez de lâcheté, Philippe Bilger, il y a 81% des Français qui y sont favorables. Ça veut rien dire. Ne dites pas ça. Quand il y a 80% des Français qui, sur l'immigration, veulent changer la Constitution pour pouvoir être consultés par voie référendaire, là, vous applaudissez des mains en disant il faut écouter les Français. Et là, pour l'IVG, on dit non. Elliot, je pourrais vous répondre que parfois un pouvoir politique s'honore en résistant à une majorité apparente. Ça n'est pas là-dessus qu'on construit une politique. C'était un plébiscite, 81%. Henri Guénaud, vous auriez voté quoi ? Alors, je vais vous dire, en discutant avec Gérard Carrérou tout à l'heure avant d'entrer, il me disait c'est une comédie. Alors, je pense que c'est une comédie, ça n'est pas non plus une tragédie. Voilà. C'est-à-dire que, que ça soit dans la Constitution, très bien, puisque tout le monde en a envie, sans comprendre ce que ça veut dire. La Constitution, Gérard Larcher l'avait dit, s'est fait insulter par la terre entière, ça n'est pas fait pour ça. Mais, soit. Le problème qu'on ne se pose jamais, c'est qu'en feront les juges. Voilà, après, on parle toujours du gouvernement des juges. Moi, j'ai été frappé par les larmes à l'œil, les rendez-vous historiques. Non, c'est pas un rendez-vous historique, c'est pas une larme. Il n'y a pas besoin d'avoir une larme à l'œil. Le vrai combat qui méritait une larme à l'œil et qui était un rendez-vous historique était celui de Simone Veil, appuyé par Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac. Il y a exactement 50 ans. Bon, voilà, ce combat, il a été gagné. Alors on me dit, maintenant on le met dans la Constitution, ça va devenir irréversible. Non, ce qui est dans la Constitution ne devient pas irréversible parce que les constitutions, elles sont friables et leur interprétation aussi. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Un jour, la Cour suprême a décidé que finalement il y avait une valeur constitutionnelle qui est décrite nulle part. Et puis un jour, elle a décidé que finalement, c'était pas une valeur constitutionnelle. Et finalement, ce sont les États américains dans un État fédéré qui font ce qu'ils veulent. Mais je veux dire, il y avait pas. En réalité, il n'y avait pas d'enjeu pour sauver. Voilà. Voilà. Donc, on est dans l'ordre du symbole. Mais la politique est. Henri Guénaud, la politique, et vous le savez, je vais vous donner la parole, mais d'abord Olivier D'Artigol. C'est très rapide, Gérard. Ensuite, Gérard, vous allez l'avoir, bien évidemment, la parole. Vous allez pouvoir la prendre. La politique est aussi faite de symboles. Je trouve, moi, qu'il y a une panne de l'imaginaire en politique aujourd'hui qui est gravissime. Ça va pas le nourrir. Et concernant les votes LR, selon l'analyse qui court depuis ce vote, comme quoi ils étaient sous pression de la société, j'ai entendu sous pression de leur famille, etc., est-ce qu'on peut imaginer que des sénateurs de droite ont, au cours des dernières semaines, cheminé,
que leur pensée n'était pas à l'arrêt, statufiée, et qu'ils ont pu prendre en considération un certain nombre. C'est drôle comme à gauche, je termine. Un certain nombre d'arguments. Ce qui s'est passé pour des personnalités de droite concernant la peine de mort lorsqu'il a fallu la voter. Et je suis totalement d'accord avec Sabrina sur le fait que ça nous permet de parler aussi de l'effectivité du droit à l'IVG. Effectivité qui est bien sûr en recul dans un certain nombre de pays. 14 États aux États-Unis. Vous me dites que le wokisme, est venu des États-Unis. Donc, je termine sur cette idée. Votre droit en fonction des États-Unis. Je termine sur cette idée. Ne vous agacez pas, c'est très court. Je suis pas du tout agacé. Vous me dites que le wokisme est venu des États-Unis pour se déverser sur notre pays. Il y a aussi parfois des mouvements idéologiques dans le monde qui peuvent gagner en influence. Et je suis donc très satisfait du vote du Sénat et du Congrès lundi. On peut juste rappeler qu'en 2007, Jacques Chirac, juste avant de céder son siège à Nicolas Sarkozy, il fait quel choix ? Il fait le choix d'inscrire dans la Constitution l'abolition de la peine de mort. À ce moment-là, il y avait encore Jean-Marie Le Pen qui était sur le devant de la scène politique à ce moment-là. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de risque que l'abolition soit remise en cause. Donc on peut aussi prendre cet exemple et faire ce parallèle. Je voudrais juste dire... ce serait trop long. Sabrina, allez. Simplement, il faut aussi considérer qu'il y a un vrai retour du puritanisme religieux dans certains quartiers. Et moi, je pense à toutes ces petites filles qui, malheureusement, si elles se faisaient violer ou si elles tombaient enceintes malgré elles, eh bien, elles auraient justement ce droit opposable à l'avortement. C'est une question aussi qui est prioritaire pour toutes ces petites, ces femmes dans ces quartiers qui, sous couvert du joug religieux, de l'orthodoxie et de l'orthopraxie intégriste de certains religieux n'ont pas accès à ce droit. Donc la France, la loi aujourd'hui les protège. Et constitutionnel de protéger. La loi aujourd'hui les protège. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, Gérard Carreyrou. Le fait que ce soit un droit opposable. Maintenant, c'est garanti. Ça n'est plus une liberté, c'est une garantie. C'est ça qui est important. Pourquoi ai-je dit à Henri Guénaud tout à l'heure, effectivement, avant l'émission, que ça me paraissait une comédie ? J'aurais pas dû dire comédie, j'aurais dû dire c'est un psychodrame. C'est un psychodrame, pourquoi ? Parce que je pense d'abord qu'il y avait des façons plus utiles de réunir le Congrès et de modifier la Constitution, notamment, par exemple, sur les problèmes de l'immigration. Mais là, c'est impossible quand il s'agit de l'immigration, mais ça devient formidablement rapide. Vous avez vu avec quelle rapidité, à peine l'encre était sèche pour dire voilà le résultat du vote, que déjà le président de la République annonçait que c'était lundi, etc. Oui, donc, je dis que c'est un psychodrame. Alors, on a succombé, comme souvent, à l'américanisation de la société. Ah bon, la Constitution en Amérique, la Cour suprême a décidé que... Alors, on est quoi, le 51e État des États-Unis d'Amérique ? Donc, on est comme si c'était la menace, c'était au-dessus de notre tête en France. Ce qui n'est pas vrai. Je comprends ce qu'a expliqué Sabrina. Et je ne suis pas une femme, et je comprends la réaction des femmes. Non, mais je voudrais pas... Mais je vais dire simplement une chose. Moi, au privilège de l'âge, j'ai eu la chance non seulement de connaître, d'interviewer maintes fois, mais de devenir l'ami de Simone Veil et d'Antoine Veil. L'ami, je dis bien, dans les 20 dernières années de sa vie, parce que je la voyais tous les étés dans sa maison je cherche le nom. De campagne, de vacances. De vacances. Et Simone, je pense que c'est une sorte de détournement de l'esprit de la loi de Simone Veil. Que rappelait Henri Guénaud. La loi de Simone Veil, c'était protéger les femmes d'un drame que nous avons connu, ceux qui sont les plus vieux autour de la table, c'est-à-dire des pauvres femmes qui allaient se faire charcuter par des faiseuses d'anges pour échapper. Et Simone a voulu une loi, mais elle ne voulait pas en faire le moyen de contraception unique de la société. Or, non, vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas dire ça. Non, c'est pas devenu le moyen unique de contraception de la société. Nous sommes le pays d'Europe où il y a le plus d'interruptions de grossesse. Donc, c'est un détournement de l'esprit de la loi. Alors, les femmes le veulent, l'opinion le veut, il y a eu un clivage de génération. Même 86. C'est pas un clivage générationnel quand 81% des Français y sont favorables. Je ne dirais pas. La seule question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que ça change concrètement ? Eh bien, ça change rien. Ça change pas grand-chose, j'ai l'impression, et on en fait un enjeu historique. Absolument, c'est un psychodrame. Là, ce que je retiens dans tout ce que vous avez dit, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, on
on exporte des questions sociétales qui viennent des États-Unis et qui n'ont rien à voir. Je pense par exemple à l'affaire George Floyd, aux violences policières, au racisme systémique. Pourquoi vous parlez seulement des États-Unis? On peut parler de la Pologne, on peut parler de la Hongrie. En Espagne, le gouvernement avait reculé mais voulait le supprimer. On n'a pas besoin de parler des États-Unis, ça arrive sur le sol européen. Je me permets juste de dire, parce que je crois qu'on doit faire la transition. Il est 9h, un peu plus de 9h23. Thomas Hill, c'est à vous sur Europe 1, cher Thomas. Oui, Elliot, bonjour. Je me disais que Pascal avait beaucoup rajeuni. Et... J'espère que... Écoutez, c'est un vent de fraîcheur qui ne dure que 1h30, bien évidemment. Très bien.